Eh bien, cette question, elle n'est pas simple. On ne peut pas y répondre très facilement, puisque ces effets psychosociaux du redoublement, ou plutôt, on pourrait la reformuler de la manière suivante. Dans quelle mesure le redoublement a un impact sur ces facteurs psychosociaux? Et si le redoublement a un impact sur ces facteurs psychosociaux, quelle est la nature de cet impact? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Je crois qu'il faut qu'on commence à s'entendre aussi sur ce que veut dire psychosocial. Dans les recherches qui portent leur attention sur le redoublement et son impact sur ces facteurs psychosociaux, la notion de psychosocial est très globale. On va s'intéresser par exemple au sentiment d'auto-efficacité de l'élève, à la motivation de l'élève, à son engagement scolaire. Vous voyez, un ensemble d'opérationnalisation, un ensemble de variables qui vont parler de ce construit psychosocial. Donc on a quelque chose d'assez général. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les effets du redoublement sur ces variables psychosociales? Eh bien, on pourrait donner une réponse en deux temps. On pourrait dire qu'avant les années 2000, il y avait un consensus au niveau de la recherche, au niveau international, pour dire que le redoublement avait un impact négatif sur ces facteurs psychosociaux. Que ce soit que l'on parle de redoublant de CP ou de redoublant de primaire ou de collège. Donc ce que j'avance là, c'est sur un ensemble de méta-analyses qui sont très connues dans la littérature. Et en France, Thierry Rocher et moi avons trouvé des résultats qui s'inscrivent totalement dans cette lignée. Autrement dit, on montrait que en France, en fin de collège et en fin d'école, des élèves qui avaient redoublé présentaient des niveaux plus faibles que leurs pairs promus sur ces aspects, sur ces variables psychosociales. Donc avant, les résultats dont je parle, là, ils datent de 2005. Aux alentours des années 2000, il y a un consensus sur la question d'un effet négatif. À partir des années 2000, on va simplifier les choses en disant que finalement, en Amérique du Nord, un ensemble de travaux vont commencer à nous dire que non, le redoublement pourrait avoir des effets soit neutres, soit plutôt positifs sur ces facteurs psychosociaux. Et là encore, on va voir différents travaux qui vont nous montrer cela. Mais malheureusement, on n'obtient pas tout à fait ces mêmes résultats sur des travaux qui sont plus proches de notre contexte français, en tout cas sur les travaux belges. Par exemple, je fais référence ici aux travaux de Goose et collaborateurs en 2013, qui va montrer, en utilisant la même méthodologie que ces études nord-américaines, qu'il semblerait que dans un contexte, en tout cas belge, le redoublement n'ait pas un impact positif sur ces facteurs psychosociaux. Donc vous voyez, on est ici dans une incertitude depuis 2010 où on a un ensemble de facteurs qui ont évolué, une méthodologie qui a évolué, notamment une opérationnalisation des variables aussi concernant les aspects psychosociaux qui ont évolué. Et on voit que, alors qu'il y a une certaine forme de consensus en Amérique du Nord sur les effets peut-être neutres ou positifs du redoublement sur ces aspects psychosociaux, on constate dans un contexte plutôt européen, avec les travaux qu'on a menés avec Thierry Rocher en 2005 et les travaux de Goose, que finalement ce redoublement n'aurait pas, dans un contexte européen, dans ce contexte éducatif-là en tout cas, même s'ils sont très distincts les uns des autres selon les pays, le redoublement n'aurait pas cet impact positif sur les facteurs psychosociaux. On va avoir peut-être, je dirais, une variabilité des résultats entre ce que l'on a observé avant les années 2000, après les années 2000 aux États-Unis versus en Europe. On pourrait expliquer cette variabilité des résultats, cette absence de consensus par différents facteurs qui sont de nature différente aussi. On va avoir des facteurs que l'on pourrait qualifier de manifeste, de patent, c'est-à-dire que depuis les années 2000, là, on va utiliser des méthodologies statistiques qui sont extrêmement robustes. Les chercheurs vont prendre un grand soin pour éviter des biais de sélection dans le groupe d'élèves,
promu, qui va pouvoir ressembler le plus possible aux élèves redoublants. Donc on va utiliser des méthodes d'appariement, par exemple basées sur des scores de propension. On va utiliser aussi des méthodes longitudinales qui vont nous permettre d'apprécier mieux le phénomène. On va aussi s'intéresser à la structure emboîtée des données, et on va utiliser souvent des modèles multiniveaux. Alors tout cela pour dire que finalement, la méthodologie statistique s'est réellement améliorée, beaucoup plus robuste, nous fournit des estimateurs beaucoup plus fiables, je dirais. Et c'est peut-être une raison pour laquelle les résultats ont évolué au cours du temps. Un deuxième point qui, lui, est plutôt latent et pour lequel on va pouvoir faire, à mon avis, des hypothèses, c'est de se dire que finalement, d'un contexte éducatif à l'autre, mais également au sein d'un même contexte éducatif et au cours du temps, il est possible que le processus de décision du décrochage ait évolué. Autrement dit, on pourrait avoir des différences inter-contextes éducatifs en termes de processus de décision, mais aussi des différences intra-contextes éducatifs qui seraient liées à l'évolution du temps, qui seraient liées au temps, excusez-moi. Donc ici, on pourrait attribuer cette variabilité à la méthodologie, au processus de décision, mais aussi aux ressources qui sont proposées aux élèves redoublants. Autrement dit, on va pouvoir aisément faire l'hypothèse que ces ressources sont différentes d'un contexte éducatif à un autre et que ces ressources aussi peuvent avoir changé, évolué au cours du temps et expliquer cette variabilité. Enfin, on pourra peut-être expliquer cette variabilité dans le résultat par l'opérationnalisation du construit ou de cette notion de psychosocial. Et quand on regarde de plus près la production scientifique sur le sujet, on voit on constate des opérationnalisations très distinctes. On va donc pouvoir opérationnaliser cela à travers la motivation, à travers le sentiment d'auto-efficacité, à travers l'engagement comportemental, mais à travers des variables qui sont un petit peu moins psychosociales, mais plus développementales, comme l'hyperactivité ou le retrait, la tristesse. En fait, on a un ensemble de variables que l'on va catégoriser ou qu'on va agréger pour parler de quelque chose de psychosocial, et je pense qu'on peut avoir des résultats très distincts d'une opérationnalisation à une autre.